RMC Bourdin Direct, Raphaël Duchemin. Il est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Il est avec nous sur RMC ce matin. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Vous avez couru pour arriver jusqu'au studio. Merci d'être là. En tout cas, vous avez tweeté hier soir à propos de l'affaire Adama Traoré. Vous dites les citoyens doivent retrouver une confiance dans nos institutions. Comment c'est possible avec des événements comme le cas d'Adama Traoré? Pourquoi avoir posté ce tweet? Bon, il va de soi qu'il y a un drame particulier qui touche la France, ces attentats horribles. Donc c'est important que la justice ait lieu. Et en même temps, en parler. Oui, mais en même temps, ça ne doit pas nous empêcher que sur des cas comme celui-ci, toute la lumière soit faite et qu'il n'y ait pas, ce que j'ai entendu parfois, attention, les forces de police étant surmenées, ce qui est vrai, que l'on devrait laisser tomber une omerta sur ce cas. Il y a un jeune homme qui a été interpellé dans des conditions qui restent à éclaircir. Plus l'enquête avance, plus il semble qu'il y ait des techniques policières qui ont été utilisées, qui sont brutales. C'est ce qui est dit aujourd'hui dans le Parisien, dans Libération. On était en ligne il y a quelques minutes avec l'un des avocats. Comme la famille de Monsieur Traoré, que toute la justice soit faite, toute la clarté soit faite. Il faut de la dignité, y compris, ce n'est pas parce que les gens seraient issus de milieux populaires ou je ne sais trop quoi qu'en quelque sorte il faudrait étouffer tout cela. Il y a quelques jours, une manifestation qui avait eu lieu à Paris de la famille, très digne d'ailleurs, a été bloquée alors qu'elle n'avait pas été interdite. Vous voyez, il y a là une situation que je n'aime pas et qui me semble importante dans le fait que, à travers le fait que toute la clarté soit faite, toute la justice soit faite, que l'on rétablisse la confiance aussi dans certains quartiers populaires. Il y a parfois des relations difficiles avec la police, c'est quelque chose qui est connu, et ça n'est pas, une fois de plus, en jetant un voile sur la réalité de ce qui s'est passé qu'on rétablira ce lien nécessaire entre les citoyens et la police républicaine. Vous avez le sentiment qu'on a voulu sciemment cacher les choses aujourd'hui? Je ne veux pas tenir de propos pour l'instant à l'emporte-pièce, je veux que toute la clarté soit faite, que la famille soit parfaitement éclaircie sur ce qui a eu lieu, et je crois, au vu des éléments qui sont remontés, qu'il semble une fois de plus que les techniques policières qui ont été utilisées pour interpeller ce monsieur, c'est-à-dire cette pression sur la cage thoracique avec trois fonctionnaires de police qui sautent dessus, a des conséquences criminelles, ça a déjà été le cas. Bon, il faut arrêter ça. Il faut que là encore, la police, le code de déontologie de la police, dise que cette technique qui vise à faire pression sur la cage thoracique comme ça n'est pas une bonne technique, elle a déjà eu des conséquences néfastes. Mais surtout, d'abord, je crois que je veux ce lien avec la justice, avec la police, sur le fait que même quand une bavure a lieu, avec la gendarmerie on en parle, aussi, on en parle, la toute la lumière soit faite, et pas, y compris des rapports d'autopsie biaisés et un mépris vis-à-vis de la famille. Je rentre pas dans les détails, ça a été dit dans la presse, où parfois la sœur de Monsieur Traoré ou la famille a été quand même assez maltraitée, et je ne crois pas qu'une famille qui n'aurait pas été issue des milieux populaires aurait été traitée de la sorte. Alors venons-en, et vous en parliez aux attentats, à ce contexte particulier, effectivement pour les forces de l'ordre aussi, contexte d'attentat, contexte terroriste. Aujourd'hui, on voit que la réponse, en tout cas celle qui s'organise en ce moment, elle se fait sur le terrain de l'islam. On parle d'une refondation de l'islam pour améliorer, par exemple, les financements. Bonne ou mauvaise idée, Alexis Corbière? Je dis attention, sujet piégé, que les choses soient claires. Les attentats qui ont eu lieu nécessitent une réponse policière significative, de la justice, des moyens de renseignement doivent être donnés, et il faut châtier sans faiblir les réseaux et ceux qui ont commis ces attentats horribles. À partir de là, que s'engage, ça me semble être un autre sujet que s'engage un débat sur le financement aujourd'hui du culte musulman en France. Et je ne suis pas d'accord avec l'angle qui est pris, notamment par le Premier ministre Manuel Valls, qui vise en quelque sorte à remettre en cause la loi du 9 décembre 1905, car quand on lit entre les lignes, et même assez clairement ce que nous dit le Premier ministre, il s'agirait d'avancer vers un financement public du culte. Je ne suis pas d'accord. Ce sont les fidèles qui doivent financer le culte, quel que soit le culte. La loi qui sépare, justement. Voilà, la loi 1905 dit clairement qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, et que ça il n'y a pas à organiser un financement public. Car si l'on rentre dans cette logique-là... Donc ça n'est pas à l'État laïque de gérer ça. Que l'islam s'organise aujourd'hui, oui, sans aucun doute. Et qu'on lui demande de s'organiser? Pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il y ait une bienveillance de la part des pouvoirs publics à aider à ce que s'organise, évidemment que l'on traque sans relâche les propos inacceptables, mais aujourd'hui l'attirail législatif existe. Si par exemple, je vais dire les choses clairement, un imam ou une autorité religieuse tenait des propos racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, je ne sais trop quoi, il peut être sanctionné. Je rappelle qu'on expulse, y compris des responsables religieux, et je crois que c'est d'une trentaine l'année dernière. Donc là, il n'y a pas une inactivité, mais sous-entendre qu'il y aurait aujourd'hui dans cette organisation de l'islam, en quelque sorte une explication
réaction aux attentats me semble totalement hors sujet, voire même jeter, on rentre en quelque sorte dans l'ère du soupçon vis-à-vis du culte musulman, qui, je le rappelle, est pratiqué par certains de nos concitoyens sans qu'il n'y ait aucun lien avec les attentats terroristes, y compris les exemples des jeunes qui ont commis ces attentats nous démontrent que c'est des gens qui mettaient pas les pieds dans les mosquées. Donc attention, c'est une fausse réponse qui est apportée et en piétinant en plus la loi de 1905, ce que je ne veux pas. Et comment on fait si on veut refonder cet islam de France justement, qui est lui-même traversé par différents courants, par des dissensions, qui n'est pas univoque aujourd'hui. Eh bien, je vais dire les choses clairement. Ça n'est pas à la République et à la puissance publique de se mêler du culte. Je n'ai pas d'opinion à avoir, à titre personnel, ni vous d'ailleurs, sur qu'est-ce qui est le bon islam. Que les choses soient claires. J'ai entendu le ministre Cazeneuve dire qu'il faut trouver l'islam du juste milieu. Mais attendez, l'autorité publique n'a pas d'opinion sur le culte. On va rentrer là-dedans dans une sorte de concordat dans lequel il y aurait une autorité publique qui, au nom de quoi, dirait ce qui est juste ou pas. Moi, je connais la loi. On se trompe de combat aujourd'hui, Alexis Corbière. J'ai peur qu'on rentre dans une logique qui vise à remettre en cause la loi de 1905. C'est un vieux débat. Et qu'on engage un financement public du culte. Évidemment, si on finance une certaine partie de l'islam, d'autres religions vont venir nous dire mais moi aussi, j'existe, je veux être financé. Et on va plus en finir. Et c'est le clientélisme le plus complet. Ça n'est pas ça qui est l'esprit laïque et républicain. J'entends trop de sottises, y compris à ce micro, hier, sur ce qu'est la France. La France est un pays laïque. Ce qui nous rassemble, ce qui rassemble les Français, c'est les valeurs républicaines. Et je rappelle qu'accessoirement, la moitié de nos concitoyens ne se considèrent pas comme croyants. Il y a trop de religions actuellement dans le débat public. On demande trop aux gens de se déterminer en fonction de leur religion réelle ou supposée. Alors, moi, je veux des citoyens égaux et pas une communauté de gens qui se déterminent en fonction des revendications financières. Je suis ceci, je veux cela en fonction de ma conviction personnelle. Ça, c'est intime, ça concerne pas la puissance publique. Ça concerne pas la puissance publique, mais le fait est, je ne sais pas si vous avez lu le dernier numéro de Dabiq, qui est l'organe de propagande de l'État islamique, en anglais, il dit très clairement, c'est une guerre contre les chrétiens qui est lancée. Il promet de nouveaux massacres chez nous, en France. Et nous, on va refonder l'islam de France. Donc, non mais attendez, que les choses soient claires. Évidemment, je suis en complète solidarité déjà, y compris avec nos concitoyens catholiques, il va de soi que l'assassinat horrible du père Hamel a une dimension symbolique qui nous concerne tous. Moi, je n'ai pas aimé les commentaires parfois médiatiques qui disaient la communauté catholique est touchée. Non, nous étions tous touchés. Les Français par ce drame sont touchés. Bien entendu, que l'on soit croyant ou pas. Et peut-être en premier chef, où il y a une émotion particulière de la part des fidèles, mais ça nous touche tous, parce que dans tous nos villages de France, il y a des églises et nous connaissons des figures religieuses, des prêtres, etc. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est une évidence. Après, il y a un débat sur l'organisation de l'islam. Je vous rappelle qu'il s'ouvre chaque année des salles de prière et des mosquées, que c'est aux fidèles de faire cela, que l'on peut s'interroger parfois sur des financements qui peuvent être troubles, y compris étrangers. Mais comme tous les financements d'ailleurs étrangers, moi je suis pour que l'on ait un regard sur les contrôles les mouvements des capitaux. Écoutez, il y aura un paradoxe à ce qu'on considère par exemple qu'il y aurait un problème pour financer un lieu de culte, mais par contre qu'un pays, pourrait financer un club de foot pour financer. Moi, je fais attention à ces impôts communautaires qui financent le culte. Ça ne me plaît pas non plus. Ça ne me plaît pas. Ça rentre dans une logique qui je n'aime pas. L'impôt doit financer l'intérêt général. D'abord, dans beaucoup de quartiers, vous savez, ce dont ont besoin les gens, c'est que les cages d'escalier soient réparées, que les écoles publiques fonctionnent. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas pour cette idée où par des espèces d'impôts, on va financer avec de l'argent des lieux de culte. C'est aux fidèles de le faire, et les fidèles, il faut les soulager de toute une série de dépenses, j'allais dire, par des soins publics de qualité, une école de qualité, une police de qualité. Alors, une école de qualité, justement. Najat Vallaud-Belkacem, dans Paris-Normandie ce matin, dit effectivement, l'école a fait sa part de travail, elle va continuer pour que le religieux soit pris en compte. Il est de plus en plus prégnant dans la société, y compris dans les écoles. En tout cas, le discours religieux dans les cours de récréation, dans les classes, ça c'est quelque chose que vous pouvez entendre, Alexis Corbière. Moi, je suis professeur de lycée professionnel, mais attendez. Que dans le cadre de l'école publique, on lutte contre le sectarisme, on lutte contre des dérives fanatiques, etc. Oui, mais je ne suis pas non plus... La réponse, ça n'est pas de parler de religion soir et matin. Franchement, et y compris d'assigner à résidence religieuse certains de nos compatriotes sous prétexte que leur famille serait issue de l'immigration maghrébine, je le dis clairement. Non, moi je ne suis pas pour qu'on explique ce qui devrait être le bon islam à des jeunes gens. Il faut d'abord leur expliquer ce que sont les valeurs d'égalité, de justice, ce que sont les valeurs républicaines. Mais pas uniquement la religion est une affaire privée. Mais bien entendu, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Ça fait aussi partie de l'histoire, on est d'accord. Mais c'est enseigné. Alors s'il s'agit d'enfoncer des portes ouvertes, je rappelle que nous enseignons les grandes religions monothéistes. Je suis prof d'histoire, je l'enseigne, il faut l'enseigner, bien entendu.
et c'est une culture que chacun doit avoir. Mais parfois, il y a une petite musique aussi qui consiste à dire qu'il faudrait presque faire rentrer dans l'école publique une forme d'enseignement religieux. Vous dites non. Mais non, mais ça n'est pas le rôle de l'école. C'est aux familles, bien entendu, et à chacun, à chaque citoyen, de pouvoir pratiquer la religion de son choix en fonction de sa volonté. Vous voyez, donc là, il y a un principe qui peut être mis à bas, piétiné, et il y a des fausses bonnes idées. Ce qui ne veut pas dire, j'aimerais insister là-dessus, que quand il y a des financements de la part de puissances étrangères, voire même de réseaux qui seraient dangereux, sur lesquels il faut être vigilant. Mais j'entends parler du fait qu'il y aura un problème à ce que l'Arabie Saoudite finance certains lieux de culte. Je rappelle accessoirement que nous leur vendons des armes et qu'encore dernièrement, on a décoré de la Légion d'honneur une autorité religieuse liée à la famille du roi d'Arabie Saoudite. Donc, on va pas me faire croire qu'il y aurait un problème dans lequel, quand ils financent des lieux de culte, mais qu'on peut impunément leur vendre des armes. Soyons cohérents, traquons et frappons les réseaux. En manque de cohérence aujourd'hui, le gouvernement Oui, par exemple, écoutez, dernièrement, j'ai observé qu'il y a une grande entreprise française, les ciments Lafarge. La presse a révélé que pendant 2 ans, de 2013 à 2014, elle a financé Daesh pour qu'une de ces entreprises qui était en Syrie puisse continuer de fonctionner. Donc là, il y a des choses. Là, il faut assécher financièrement ce qu'est Daesh. Il y a y compris une coalition universelle militaire sous l'égide de l'ONU à réunir pour que nous rétablissions la paix dans ces régions du monde. Mais cette gesticulation parfois qui consiste à dire qu'il y aurait un problème. On a les moyens aujourd'hui vraiment de rétablir la paix ou c'est un vœu pieux? C'est l'urgence, c'est la priorité. Oui. Tout ça prendra du temps, mais il faut une grande coalition, je répète, sous l'égide de l'ONU, qui écrase Daesh et qui rétablisse la paix dans cette région du monde. Tant qu'il y aura un problème géopolitique et un désordre qui amène à ce que des millions de gens fuient leur pays et qu'il y a en quelque sorte des bandes armées qui font régner la terreur, des bandes politico-mafieuses, politico-religieuses, nous aurons encore en France l'ombre portée de ces désordres. Tout ça prendra du temps, mais réglons les problèmes les uns après les autres. Alexis Corbière, demain, il va y avoir un Conseil des ministres. Ce sera le dernier. Un bon été chargé évidemment pour le gouvernement, avec le fameux prélèvement à la source, impôt sur le revenu, c'est pour 2018. Bon, c'est en train de se faire, ça se met en place doucement, mais sûrement. C'est une révolution, disait tout à l'heure Christian Eckert sur RMC. Non, c'est pas une révolution. On est les derniers des Mohicans. Moi, j'appelle à une révolution fiscale. Je suis pour qu'il y ait un impôt plus juste. Alors, premièrement, je rappelle à ceux qui nous écoutent que l'impôt sur le revenu est minoritaire par rapport au nombre d'impôts aujourd'hui qui sont prélevés. Il y a un impôt qui est totalement injuste, c'est la TVA que ce gouvernement a augmenté. D'accord ? Ça, premièrement, donc ils ont augmenté les impôts qui frappent particulièrement les milieux modestes. Deuxièmement, moi je suis pour une révolution fiscale et que nous passions à 14 tranches d'impôts pour qu'il y ait un impôt plus juste, y compris qu'il fasse payer davantage ceux qui aujourd'hui ont des revenus particulièrement élevés. Particulièrement élevés, c'est des revenus autour de 8 000, 10 000 euros par mois. Là, on pourrait lisser l'impôt sur le revenu, avoir des rentrées d'argent supplémentaires. Moi, je suis même favorable. C'est une idée qui est un peu personnelle, qui est peut-être pas partagée par tous mes amis. Est-ce que même symboliquement, on demande à chacun de payer l'impôt? Mais le prélèvement à la source n'est qu'une technique aujourd'hui qui ne va rien changer dans la répartition du prélèvement de l'impôt. Donc ça n'est certainement pas une révolution, c'est une méthode technique mais qui n'engage pas. Pardon ? Un gadget. Oui, si on veut nous faire croire que l'impôt deviendrait plus juste uniquement en fonction du prélèvement à la source, comme je crois comprendre que c'est l'opération de communication du gouvernement, c'est faux. Un impôt plus juste, c'est un impôt plus progressif et c'est un impôt qui permet à ce que ceux qui sont très riches, et vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup enrichis dernièrement, notamment sous le quinquennat de M. Hollande, qui soient davantage prélevés. Ça me semble être, d'un point de vue républicain, assez juste que l'on paye en fonction de ses revenus. Je voudrais votre avis sur la réunion qui va se tenir aujourd'hui. Myriam El Khomri va recevoir à la fois la direction et les syndicats d'SFR. Il y a un plan social qui se prépare, 5 000 emplois supprimés. Que doit faire le gouvernement dans ce cadre précis ? Il ne faut pas qu'il y ait de licenciements possibles dans des entreprises qui font des profits. Voilà, je suis pour une loi qui interdise les licenciements dans des entreprises qui réalisent des profits. Il me semble que la direction de SFR réalise des profits significatifs. Elle veut augmenter la rentabilité et elle va supprimer des postes. Ça n'est pas tolérable. Voilà. Et je crois que ça montre bien, peut-être si uniquement ce que va faire Madame la ministre du Travail, c'est réunir des partenaires pour ne prendre aucune décision, ça montrera l'impuissance des pouvoirs publics face à des problèmes graves. Elle doit mettre la pression. Mais bien sur entendu, la direction. Mais il aurait fallu légiférer. De toute façon, on arrive en fin de mandat. C'est ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'il y a une échéance électorale devant nous. À ce que, là encore, des grands groupes qui réalisent des bénéfices records ne puissent pas licencier, ne puissent pas augmenter leur productivité et la rentabilité de leur outil. Je parle surtout de la rentabilité en licenciant des personnels. Je suis content que nous parlions de ça parce que je ne voudrais pas qu'il y ait dans le débat qui vient devant nous, et important, l'élection présidentielle, une forme de grand remplacement. Je fais un clin d'œil, une expression d'extrême droite, où la question sociale soit abandonnée au profit d'une question religieuse ou identitaire.
C'est le risque aujourd'hui. Bah oui. Pourtant, il faut parler des questions sociales, du chômage, du problème du chômage, du problème aujourd'hui de l'Europe telle qu'elle se construit, qui impose à ce qu'il y ait aujourd'hui un refus de financement public, à ce qu'on a observé tout de même durant ce quinquennat que les profits ont explosé pour les grands groupes et que la part reversée aux actionnaires n'a jamais été aussi importante. Ce sont des questions importantes parce que refonder la République, faut arrêter que ce soit des formules. Ça doit être d'abord une République qui est marquée par la justice sociale et l'égalité entre les citoyens. Et ça permettra d'assécher bien souvent des zones d'obscurantisme dans certains de nos quartiers. Ça n'est pas la réponse évidemment totale, mais c'est un des éléments de la réponse. La réponse est aussi sociale. Ce sera évidemment dans votre programme, dans celui de Jean-Luc Mélenchon pour 2017. Je vote, il dégage, hein, c'est son credo. Non, c'est une campagne, mais vous vouliez peut-être m'interroger, que nous sommes en train de mener par mes amis. La caravane pour l'égalité des droits. Excellente idée. Nous allons visiter plus de 51 quartiers. D'ores et déjà, les équipes qui font ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est je vote, il dégage. C'est ça. Vous savez que dans ce pays... Il, c'est qui? C'est les politiques classiques, tous ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Et je voudrais insister sur une chose. Aujourd'hui, il y a près de 3 millions de nos concitoyens. 3 millions, c'est près de 10% des résultats électoraux de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et on estime qu'il y a 6,5 millions de gens qui sont mal inscrits suite à des déménagements qui ne peuvent pas voter. Il faut que les citoyens se mêlent des échanges qui viennent. Il faut qu'ils redeviennent citoyens, c'est important. Et de plus, ce que fait aussi le travail que fait cette caravane, c'est un travail formidable qui explique aux gens quels sont leurs droits. Vous savez que dans ce pays, on parle souvent de la fraude aux prestations sociales. Il y a eu des scandales, mais il y aurait 3 à 4 milliards de fraude. Mais à l'inverse, il y a près de 5 milliards des droits de RSA qui sont pas réclamés par les gens qui y ont droit. Et ce que font mes amis lors de ces caravanes de l'égalité des droits, c'est aussi expliquer aux gens qu'ils ont des droits et ça permet régulièrement qu'ils puissent y toucher. Vous voyez, et il y a 16 milliards aujourd'hui de fraude fiscale, 80 milliards de fraude patronale. Donc, je veux arrêter ce regard méprisant sur les milieux populaires et dire aux gens qui nous écoutent, vous avez des droits. D'abord, le droit d'être citoyen. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Vérifiez que vous êtes bien inscrit. Tout dépend de vous. Rien n'est possible si le peuple ne s'en mêle pas. C'est ça qui sera au cœur de notre campagne électorale avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pour une 6e République. Je suis pour une assemblée constituante qui nous refonde comme peuple. C'est un des éléments de réponse aussi au début de notre discussion. Oui. Ce pays doit être refondé sur des bases républicaines. Et je crois que la 5e République est à bout de souffle. On le voit bien, surtout que ce soit sur les questions sociales ou même sur les questions sécuritaires. Le peuple doit décider démocratiquement de qu'est-ce qu'il veut. Il faut des droits nouveaux. Et je crois qu'on sortira de cette situation délétère dans laquelle nous sommes. L'échéance qui est devant nous doit être le moment où chaque citoyen se mêle. Le peuple souverain tranchera. Mais c'est important que chacun s'intéresse désormais à ce débat. Merci Alexis Corbière. Je rappelle que vous sortez un livre bientôt, le 2 septembre, Le piège des primaires. Pour vous, les primaires éloignent les milieux populaires de la politique. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci d'être venu ce matin sur RMC. Merci. RMC.